Bonjour. Merci donc d'être venu à cette rencontre, exceptionnelle. Exceptionnelle parce qu'elle réunit 3 auteurs et non des moindres. Exceptionnelle parce qu'également, elle se situe dans le cadre du festival America qui, par nature, par essence même, est exceptionnel. Il se trouve, ça tombe bien, que le thème de cette table ronde, c'est l'essence des vies, la façon dont la littérature peut la saisir, l'approcher, la cerner, au moins la circonscrire. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques mots peut-être sur les différents auteurs qui sont réunis. Alors, de ma gauche, donc de votre droite, enfin bref, de ma gauche à ma gauche. Donc d'abord Brandon Taylor. Donc Brandon Taylor, vous êtes ici donc pour Real Life, paru aux éditions La Croisée, traduit par Héloïse Esquier. Donc quelques mots très très rapidement sur le livre, puisqu'après nous aurons l'occasion d'en parler amplement au fil de la conversation. Donc Real Life, c'est votre premier roman, un premier roman qui, je dois l'avouer, en tant que lecteur, critique, animateur, m'a laissé assez sidéré par sa maîtrise, par la souplesse et la docilité de la langue. Et un roman donc qui part sur des prémices qui pourraient être des prémices extrêmement réalistes, puisque c'est la vie donc d'un jeune étudiant noir et gay dans une université du Midwest, université noire, gay et s'occupant de biologie dans un laboratoire. Ça mêle donc au fil d'un week-end ses différents rapports avec ses camarades, la sensation de retrait qu'il éprouve en permanence. Mais c'est aussi un livre qui, par-dessus, de couche en couche, va déployer tout un imaginaire visionnaire extrêmement poétique. Et au centre du livre, non pas au centre physique, mais au centre du récit, il va y avoir le récit, c'est le cas de le dire, d'un événement traumatique qui a eu lieu donc dans le Sud et dans son enfance. Voilà rapidement, je n'en dis pas assez, mais suffisamment j'espère, pour donner envie à ceux qui l'ont lu, à ceux qui ne l'ont pas lu, pardon, de bien vouloir le lire. D'ailleurs, de vouloir le lire, ou de lire tout court. Merci. Ensuite, donc, nous avons Richard Ford. Alors, Richard Ford, cette fois, pour Rien à déclarer, aux éditions de l'Olivier, traduit par José Camoun. Donc, Richard Ford, selon la formule consacrée et qui est aussi une providence pour les animateurs et les critiques paresseux, on ne vous présente plus. Quand même 2 mots pour dire très rapidement que vous êtes un auteur plus que connu, mais reconnu, qu'on vous donne notamment parmi vos grands livres Indépendance, mais aussi ce dernier paru en France, dernier en date, Rien à déclarer. Rien à déclarer n'est pas un roman, il s'agit d'une série de nouvelles, mais des nouvelles, on le retrouve au bout d'un ou 2 paragraphes, cette patte, ce style inimitable qui est le vôtre, cette façon de dire énormément de choses sans y insister, cette façon de saisir l'atmosphère qui flotte autour des personnages et les myriades de tâtonnements, d'interrogations, de certitudes renversées qui forment le quotidien de leurs sentiments et de leurs pensées. Un livre qui aussi multiplie les lieux, puisqu'on passe de la Nouvelle-Orléans au Maine, avec une escale par Paris, et un livre qui est entièrement hanté par la connaissance, par le désir de connaître, le désir de savoir ce que pense l'autre, savoir ce qu'est notre vie, savoir ce que nous sommes. Et un livre qui montre donc à chaque fois la façon dont nos tentatives, dont nos efforts, parfois pathétiques, parfois plus réussis, s'efforcent de saisir cette espèce d'essence de nos vies. Et donc, encore une fois, un résumé beaucoup trop succinct, mais je passe à notre 3e auteur, notre 3e autrice, plus exactement. C'est donc Julie Otsuka, pour La ligne de nage, chez Gallimard, donc traduit par Karine Chichereau, qui de surcroît assure, comme elle me l'a dit, le service après-vente en faisant l'interprète. Alors, La ligne de nage, pour ceux qui ont déjà un petit peu lu Julie Otsuka, c'est son 3e roman, encore que le terme roman soit un peu impropre, qui vient notamment après
The Buddha in the Attic, donc en français, celles qui n'avaient jamais vu la mer, ou certaines n'ont jamais vu la mer, pardon. Et c'est un roman qui repose tout entier sur l'interrogation peut-être la plus cruciale, la plus cruelle. Qu'est-ce qui arrive quand la mémoire s'effrite, quand la mémoire s'effondre? C'est ce qui arrive à la mère de la narratrice. Mais il ne s'agit pas d'un témoignage avec tous les guillemets que vous voudrez. Il s'agit au contraire d'une mise en forme de cette perte, de cette déperdition de la mémoire à travers une série de chapitres qui vont l'aborder sous des angles différents. Ainsi, on va passer d'une très très belle allégorie qui ouvre le livre et qui a donné son titre, alors en anglais The Swimmers, en français La ligne de nage, où il s'agit donc d'explorer la façon dont la petite communauté d'une piscine, une piscine souterraine, vit, tisse ses propres liens et se crée une espèce de bulle en dehors du monde, jusqu'au jour où une fissure s'immisce dans le sol de la piscine. Et après quoi, on va passer à une série de réminiscences sur la perte de la mémoire, sur un mode quasiment péréquien du ressassement des « je me souviens ». Puis voilà qu'arrive un chapitre un peu plus, pour employer un terme très à la mode et très galvaudé, un peu plus dystopique, où on entend la voix de l'institution. Et dans ce croisement des voix, dans ce croisement des approches, on va voir peu à peu se dessiner ce qui est l'effondrement, la fissure, la fêlure de la perte de la mémoire et la façon dont la narratrice va to cope with it, c'est-à-dire s'en arranger ou au moins tenter de l'exprimer et de le formuler. Voilà, donc là encore, j'étais beaucoup trop rapide. On va avoir l'occasion d'explorer un petit peu tout ça. Alors peut-être avant de commencer avant de laisser la parole aux auteurs, très rapidement peut-être un mot sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Donc l'essence de nos vies, le thème, pourrais-je dire, est à la fois abstrait, sibyllin, opaque, en même temps extrêmement évident, extrêmement manifeste. On a tous plus ou moins l'idée de ce que nous sommes, l'idée de ce qui constitue nos individualités propres, mais aller mettre ça en mots, aller en parler, aller en réfléchir dessus, des générations, que dis-je, des millénaires de philosophes s'y sont cassés les dents. Mais il se trouve justement que la littérature et les livres qui nous réunissent ici aujourd'hui vont permettre peut-être de relever le défi ou à tout le moins de l'éclaircir un petit peu. Alors, l'essence de nos vies, il y a un beau passage dans le livre de Julie Otsuka où le père de la narratrice, sur le point d'abattre un arbre mourant, je crois que c'est un rhododendron si ma mémoire est bonne, s'excuse auprès de l'arbre. Il explique, dans une parenthèse dans le livre, il explique que tout a une âme, et même un ver de terre de 2 cm a une âme d'1 centimètre. Et il me semble que précisément, ce passage pourrait peut-être symboliser le thème de cette table ronde, à savoir que ce que nous recherchons est à la fois infinitésimal, minuscule, se trouve peut-être dans les petites choses, pas nécessairement des vers de terre, mais nos comportements les plus banals du quotidien, que ce quelque chose a aussi partie liée avec l'âme, avec l'esprit, avec quelque chose qui pourrait être de l'ordre de l'esprit. Et enfin, que ce quelque chose se dit peut-être aussi entre parenthèses, qu'il est saisissable seulement quand l'écriture fait un pas de côté, quand par exemple, comme chez Julie Otsuka, elle change de narrateur, quand chez Richard Ford, elle fait planer une espèce de halo comme il en plane dans le Maine, quand, comme chez Brandon Taylor, on utilise un certain nombre d'images extrêmement parlantes. Voilà, donc j'ai énormément parlé, donc il va être temps peut-être de la céder, cette fameuse parole. Et Brandon Taylor, vous êtes le plus proche de moi, donc je commence par vous. Alors, j'ai évoqué les images qu'il y a dans votre livre, et comme je l'ai dit rapidement tout à l'heure en introduction, votre personnage principal, Wallace, est aussi spécialiste de biologie, spécialiste de la vie. Et il utilise tout au fil du livre un certain nombre de métaphores, d'images qui vont être tirées justement de sa spécialité universitaire. Et aussi la première question que je souhaitais vous poser, c'est était-ce passer par ces images le moyen d'arriver à cerner d'un peu plus près votre personnage ?
Oui, bien sûr. Était-ce le moyen, à travers ces images, d'arriver un peu plus près de votre personnage? Well, hello everyone. Bonjour à vous. I don't know that I felt that the images were a way of getting closer to the characters so much as the images arrive from the characters, from being in their consciousness. And I feel that as a writer, it's my job to sort of capture those images, to move them into language and to situate them into language in such a way as to allow the reader to, I guess, move along the same track toward hopefully a closeness to the characters. And so while the images for the reader are a system of conveyance of closeness to the character, for me, the writer, I felt that I was just watching them arrive and trying to capture them. And so, yes, in a way, they are a way of getting closer to the character. But as the writer, I felt more that I was just documenting sort of natural phenomena within the consciousness of my characters. D'abord, bonjour, merci d'être là. Alors, je ne sais pas si les images me permettaient vraiment de me rapprocher de mes personnages. Pour moi, les images découlaient de la vie, de l'essence de mes personnages. Et ma tâche en tant qu'écrivain, c'était de capturer, de dépeindre ces images, de décrire ces images avec le langage que j'utilisais. Et en fait, ces images aident les lecteurs à suivre le fil, à se rapprocher des personnages. Mais euh, pour moi, Heu, pour moi, j'essayais tout simplement de décrire, de dépeindre ces images. Donc oui, dans d'une certaine manière, les images me permettaient de me rapprocher des personnages. Mais, tout simplement, je voulais décrire, des phénomènes naturels tels comme ils surgissaient. Vous n'employez pas n'importe quelles images. Alors, je ne vais pas lire les passages, ce serait trop long, mais par exemple, il y a ce moment où, pour parler de son deuil, Wallace utilise l'image d'un étroit conduit, un étroit canal qui mène à son cerveau une substance froide. Et alors bon, je veux dire, non pas peu importe l'image, mais la question que je me posais, c'est pourquoi avoir choisi ce registre particulier, ce registre de la vie, de la biologie, pour en parler? I think it's because Wallace is a biologist. I think it comes out of when I'm writing, I'm not just picking images that are pretty to me. I try as a writer to be so deeply in the consciousness of my characters that all language flows through their filter. And so it arrives, hopefully, with some force from Wallace's personality and point of view and circumstance, so that I'm not just using pretty language or the prettiest language at hand, but that that language comes from the character and that it tells the reader something about the character. And so when I'm picking images, they do have to come out of the character's unique and particular life and circumstance and the way that they think, because otherwise it's false. Alors, c'est parce que Wallis est biologiste, tout simplement. Lorsque j'écris, je ne choisis pas seulement des images jolies juste pour me faire plaisir. J'essaye d'habiter cet espace, j'essaye de me glisser dans la peau de mes personnages, et c'est le filtre que j'utilise tout le temps. Et donc, je voulais vraiment habiter l'espace, la vie de Wallis, mais il ne s'agit pas seulement d'utiliser des métaphores jolies, des images jolies. Il faut que ces images découlent de la vie des personnages. Il faut qu'elles soient tirées de la vie des personnages. Il faut que ces images nous racontent quelque chose sur la vie des personnages. Ce sont les choses simples qui ont beaucoup d'importance. Merci. Alors, vous parlez justement d'un espace habité
à travers les images d'un espace dans lequel se trouvent les personnages. Et ça m'amène, Julie Otsuka, à votre livre et à son premier chapitre. Premier chapitre qui se déroule entièrement ou presque entièrement dans une piscine, du point de vue de la petite communauté des nageurs qui s'y retrouve, avec ses règles, ses rites, et puis avec cette étrange fissure qui s'immisce un beau jour et autour de laquelle, je vous cite, les théories se mettent à fleurir. Et je me demandais, de façon très naïve, pourquoi dans un livre qui repose sur le dépérissement de la mémoire, vous avez choisi de commencer par cette vaste image, presque une allégorie, mais une allégorie vécue, une allégorie vivante, pour parler justement de cette perte, de cette lente érosion de la mémoire. When I write, I'm very unaware sometimes of what I'm doing. Quand j'écris, souvent, je ne me rends pas compte de ce que je fais. So I began the novel simply not as a book about memory, but as a book about a swimming pool. Donc au départ, ce livre n'était pas du tout sur la perte de la mémoire, mais sur une piscine. And there was no main character named Alice. Il n'y avait pas encore de personnage principal dénommé Alice. But I had an idea that I wanted to write about dementia. I didn't know how to connect them. J'avais l'intention de parler à la fois de nage et de la démence sénile, mais je ne savais pas encore comment articuler les deux. And at a certain point, I realized that one of the swimmers, one of many, could be Alice. Et à un moment, je me suis rendu compte qu'une des nageuses pouvait être Alice. And at the second half of the novel, to the surprise of the reader, Et dans la seconde partie du livre, à la grande surprise des gens qui le lisent, would be her story. on raconte son histoire à elle. But she is at first presented as one of many. Mais au départ, elle est présentée comme une personne parmi beaucoup d'autres. And I wanted the pool to be a stand-in for the world from which she came, a place where she had been very happy and literally in her element. Et je voulais que la piscine, en fait, soit une sorte de métaphore du monde, un endroit où elle avait été très heureuse, où elle faisait partie d'une communauté. And the crack came to me not as a metaphor. Et au début, la fissure n'était pas pour moi une métaphore. I don't think in metaphors. Je ne crois pas aux métaphores. My brain does not work that way. Je ne travaille pas du tout comme ça. I'm very literal. Je suis très littérale. So the crack was something that truly existed at the bottom of the pool. Donc la fissure existait vraiment au fond de la piscine. But people have asked me if it's a metaphor for the pandemic, for example. Les gens m'ont demandé, par exemple, si c'était une métaphore de la pandémie. And I could say yes. Et j'aurais pu dire oui. But I began writing about the crack before the pandemic. Et j'avais déjà commencé à écrire à propos de la fissure avant la pandémie. I also later learned, Après, j'ai appris, after I finished writing the novel, après avoir terminé d'écrire mon livre, that Alice's particular form of dementia, which is called Pick's disease, que la démence particulière dont souffre Alice, qui est la maladie de Pick, is characterized by an enlarged sylvain fissure et se caractérise justement par une fissure à l'intérieur. yes, Donc une fissure qui est à l'intérieur du cerveau. it's a part of the anatomy of the brain. C'est une partie qui cesse de bien fonctionner. But in people with her disease, it's enlarged. Mais chez les gens donc, qui sont atteints de cette maladie, ça prend des proportions vraiment très importantes. So I thought, aha, perfect. Alors je me suis dit, ah, c'est parfait. So sometimes life imitates art, Parfois, la vie imite l'art. but I really do write in a very unconscious way. And Mais en réalité, j'écris d'une manière très, très inconsciente. L'intuition et le recours à l'inconscient peuvent avoir du bon pour les écrivains et les aspirants écrivains. Mais peut-être, avant de passer à Richard Ford, pour poursuivre ce que vous avez dit, vous avez commencé sans avoir d'idée de métaphore, de façon très littérale. Il n'empêche que votre texte propose toute une série de pistes, ouvre, déploie l'interprétation. Et on a le sentiment, en lisant presque à chaque phrase, que d'une part, on est face à une image, l'image de cette intériorité qui sera celle d'Alice, et d'autre part, à chaque fois, on est un petit peu perdu, puisqu'on se demande, mais effectivement, s'agit-il bien de l'image dont je pense qu'il s'agit ?
Donc, est-ce que cela vous importe quand vous parlez de quelque chose d'aussi complexe que la mémoire, le cerveau, ses dysfonctionnements? Est-ce que ça vous importait de laisser ouverte une possibilité d'interprétation multiple, de laisser planer une espèce de mystère? Important for you to leave the possibility of many interpretations in the text and the mystery. I think that part of the beauty of the act of reading Je pense que la beauté de la lecture, is that every reader brings something different to the text. c'est que chaque personne qui lit apporte quelque chose de personnel au texte. So it doesn't even really matter what I think I'm writing. Donc peu importe ce que je pense à propos de l'écriture. And I think for the writer, they're often writing something that's greater than they are. Et les écrivains écrivent souvent des choses plus grandes que ce qu'ils sont. So I don't intentionally create something that could have many interpretations. Donc ce n'est pas intentionnellement que j'ai écrit quelque chose qui pouvait être susceptible d'être interprété de plusieurs manières. I think that is something that happens after a writer finishes writing the book and they put it out into the world. En fait, c'est quelque chose qui se passe après que l'écrivain a terminé d'écrire son livre et qu'il le jette en pâture pour le reste du monde. And then it gains a second life that has nothing to do with the Et writer. la seconde vie du livre, donc une fois qu'il est auprès des lecteurs, n'a plus rien à voir avec ce qu'a fait l'écrivain. Précisément ce flou, cette liberté d'interprétation que laisse le livre, qui est merveilleusement adapté à ce qui arrive à Alice, avec ses souvenirs, avec ses oublis, avec le télescopage des deux. Alors précisément cette idée que ce que l'écrivain fait est plus grand que ce qu'il croit faire, ça m'amène aussi à un mode de pensée qui est commun à vos trois livres, Brandon Taylor, Richard Ford et Julia Otsuka. C'est une pensée qu'on pourrait qualifier de géométrique. Chez Brandon Taylor, par exemple, il y a tout un passage sur un match de tennis qui ressemble quasiment à une arithmétique, ou plus exactement une géométrie. Chez Julia Otsuka, il y a toutes les lignes de nage qui ont donné leur titre français au livre. Et chez vous, Richard Ford, j'en viens à vous maintenant, chez vous, Richard Ford, il y a aussi tout un imaginaire de la surface. Dans une des plus belles nouvelles du livre, Langue seconde, je crois que c'est bien dans Langue seconde, il est question de la vie qui fait l'effet à un personnage, d'abord d'un papier de soie, et ensuite, surtout, le mot qui lui semblait écrit sur la nuit était le mot surface. C'était ça, la vie et rien d'autre, une surface. C'est Charlotte Porter qui pense ça. Un peu plus loin, un personnage est qualifié de personnage multicouche. Je crois que c'est Boyce qui est ainsi qualifié par sa femme dans Savoir se tenir. Et je pourrais multiplier les exemples, mais moi je me demandais, Richard Ford, comment se fait-il que quasiment tous vos personnages, pour se penser, pour essayer de se rendre raison à eux-mêmes de ce qu'ils sont, utilisent ces images d'ordre géométrique? Well, they have to do it because I make them do it. There's no imperative other than my imperative. It's just some notion I came up with that seemed interesting, so I stuck it in my book. Ils agissent ainsi parce que je veux qu'ils le fassent. C'est comme ça que je l'ai imaginé et c'est comme ça que je l'ai placé dans ce livre, pour qu'ils agissent de cette sorte. In the case of these two characters who actually use these terms, I thought it was apposite, it was appropriate for them to be allied and ultimately separated from each other on the bias of that particular issue. Et en fait, j'ai trouvé très approprié, très adéquat que ces deux personnages dont nous parlons soient vivants et vivent séparés sur cette question particulière. I'm kind of humanly fascinated by people who are not essentialists. Je suis quasiment fasciné par des gens qui ne sont pas des essentialistes. Because I am not an essentialist, so maybe Parce it's que moi, just je a ne suis pas certain kind of essentialiste. self-regard. Donc, ce n'est pas quelque chose que je considère comme étant important.
But here was a man who thought that to love someone, you had to go deep. You had to get through all of these layers to encounter who someone really is. Ce personnage pense que pour aimer quelqu'un, il faut traverser toutes ces couches, aller dans les profondeurs pour découvrir qui il ou elle est. And that's great if the other person believes that whoever she or he is has all these layers. Et ça marche si vous pensez que la personne que vous aimez est composée de toutes ces couches. And of course, I'm always looking for drama in stories. Moi, je cherche toujours l'aspect dramatique dans les récits. And so he, rather unfortunately, falls in love with a woman who really is just happy to go one day to the next. Vous savez, malheureusement, ce type tombe amoureux d'une femme qui est juste contente de sortir un jour avec lui. She, of course, is one of my favorite kind of characters. She's a real estate agent. Et donc, c'est un de mes personnages favoris. Voilà, cette femme est agent immobilier. And so they find a way to not be married, but still be whatever you are when you were once married and are not now married, but still like each other. Elle trouve un moyen d'être avec lui comme des gens qui ont été mariés, qui ne sont plus mariés, mais qui aiment bien être de toute façon ensemble. So what I'm really interested in is when I put these two points of view together, and it sounds very calculated, but as Julie said, we just kind of do this stuff, you know. Et moi, ça m'intéresse de mettre ensemble ces deux points de vue. Et c'est exactement comme l'a dit Julie. Ça m'intéressait de faire ça comme ça. I was interested in when I could get them together with these two rather opposite points of view, what then I could write. Et moi, ça m'intéressait de les réunir et de voir, une fois réunis, qu'est-ce que je pouvais donc écrire avec ces deux personnages qui ont des points de vue diamétralement opposés. I wasn't trying to philosophically reconcile these points of view. I was just putting them up side by side in the agency of two different characters and then ask myself, so then what? Voilà, ce n'était pas un point de vue philosophique pour réconcilier des points de vue opposés. Je les ai juste mis côte à côte, ces deux personnages, et je me suis posé la question. Et alors? I guess I kind of think we all live in that and then what dimension. We've done this and we've done that and then what? Ben, j'ai l'impression qu'on vit tous dans cette dimension-là. On fait des choses, et puis on se pose la question, bon, et quoi alors? On se pose la question et on n'a pas nécessairement les réponses. Un des leitmotifs, je dirais plus un des dramas de vos personnages, c'est, comme dit Sandy dans la nouvelle titre, Rien à déclarer, les mots nous manquent. Et donc la question, c'est est-ce que vous, en tant qu'écrivain, avec ces expériences de rencontres de points de vue que vous avez décrits, est-ce que c'est une façon de suppléer à ce manque, à cette carence des mots que ressentent les personnages? That's a very benevolent way to ask that question, and I appreciate it. C'est une façon très bienveillante de poser la question, Because it's kind et of je vous en true. remercie. Oui, c'est comme ça. I was mostly trying to help Richard, but along the way, I guess I get to help them also. En fait, j'essayais surtout d'aider Richard, et chemin faisant, je les ai aidés aussi. Help Richard write his story. Aider Richard à écrire son roman. I mean, I had these two people who were once in love 25 years ago, and they bump into each other in a bar in New Orleans. They take a walk along the Mississippi River, thinking conventionally that there should be something still alive between them. What they discover is that what they thought would be alive between them is no longer alive. Bon, comme je disais, la question est très bienveillante. Voilà. Il s'agit de deux personnages qui se retrouvent accidentellement 25 ans après dans un bar de la Nouvelle-Orléans et ils vont se balader au bord de la rivière, au bord du Mississippi et ils essayent de découvrir s'il reste quelque chose de vivant de leur relation 25 ans plus tard. Et ce qu'ils découvrent, c'est qu'il n'y a plus rien de vivant.
The question then for me is, so then what have they got? Alors la question que je me pose, c'est bon, et alors, et de là? Because they have nothing to declare, Parce qu'effectivement, à ce stade, ils n'ont plus rien à déclarer. but they don't have nothing. Mais ils n'ont pas rien. What is the nature of that nothing? And this again, I have to go back to what Julie said. This makes it seem all rather calculated. It's a lot easier to talk as though your stories were calculated after you've written them than it is to talk about, to disappoint readers in some ways, that you're just kind of floundering every day. Et alors, la question qui se pose, c'est quelle est la nature de ce rien? Et comme l'a dit Julie, c'est pas comme si on avait calculé. En fait, on découvre les choses une fois qu'on a écrit les choses. Et c'est pas comme si on était là en train d'essayer de décourager ou de tromper les lecteurs. Non, pas du tout. Je me dirais à quelle hauteur philosophique on est en train de caracoler. L'essence de l'écriture, c'est donc le rien. Et maintenant, deuxième partie de la table ronde, définir le rien. Mais je propose qu'on laisse cette définition kierkegaardo-existentialiste à une autre fois et qu'on aborde la question sous un autre angle avant d'avoir tous des migraines. Et moi, j'aimerais aborder cette question de l'essence autrement en partant d'un mot que Richard Ford a prononcé. Vous avez dit, Richard Ford, que vous n'êtes pas un essentialiste. Et précisément, le grand danger d'une pensée en termes d'essence, c'est outre, comme je l'ai fait brillamment, honteusement devant vous, de commettre des bévues sur la façon dont les écrivains écrivent, de leur prêter des intentions qu'ils n'ont pas, c'est aussi d'imaginer que tout le monde rentre dans telle ou telle case prédéterminée, que chacun a une essence. Et dans le cas de Wallace, dans le livre de Brandon Taylor, l'erreur, c'est l'erreur à laquelle se heurte Wallace, l'erreur qu'il fait souffrir, c'est cette essence qui fait de lui un noir avant toute chose. Donc, c'est hélas, l'éternel boulet, l'éternel meule, pour parler plus bibliquement que le boulet autour du cou des États-Unis, le racisme. Mais et c'est là que le livre de Brandon Taylor se révèle passionnant et se révèle peut-être un autre angle, une autre approche. Et que ce racisme est moins une forme d'essentialisation. On ne dit pas à Wallace, tu es noir, donc tu es, je sais pas, tu es un sous-homme, tu es un esclave, etc. Non, ce que Wallace ressent, c'est, alors je cite un passage du livre, il restera toujours entre eux et lui un petit espace, un espace où des gens tels que Roman est un Français, soit dit en parenthèse, prendront racine et lui diront des choses hideuses, haineuses. Ce petit espace, ailleurs, il est qualifié autrement comme un déficit de blancheur. Et donc, moi, la question que je me posais, pourrait-on dire qu'une des formes du racisme, peut-être une essence du racisme contemporain aux États-Unis, serait ce qu'on pourrait appeler un racisme négatif, c'est un petit espace, un déficit de blancheur, plus que quelque chose de positif, pas de positif. Ouf, c'est dur. Learn to speak. Ah non, mais non, j'ai peur. I think it depends on your perspective. I think that sort of negative space or sort of whiteness deficit, whatever we call it, I think for Wallace in the novel, he feels quite acted upon by the perspectives of other people. He feels hemmed in by their idea of him. But it's not just with respect to race. I mean, that's one of the reasons he's quite defensive, is that he's afraid that other people will perceive him and that their perceptions of him will keep him locked within a particular way of being. And so I think that we all have this in society. Society is full of people trying to lock you into sort of certain ideas, and it's hard to live not only with your own stuff, but with the long tail of other people's idea of you. You're always sort of haunted by yourself in some respect.
Alors, je pense que cela dépend de votre perspective. Et oui, d'une certaine manière, c'est un espace négatif, un espace dominé par ce déficit de blancheur. Mais en même temps, Wallis se sont manipulés par les gens, ils se sont bloqués par leur perception de lui, par leurs opinions de lui. Mais ce n'est pas seulement une question raciale. Il a presque peur des perceptions des autres à son égard. Il a peur d'être coincé, bloqué dans une seule essence. Et la société est pleine de gens comme ceux-là. La société est pleine de gens qui veulent mettre les autres dans une case. Ils veulent cocher une certaine case. Ils veulent les mettre dans des catégories d'idées prédéfinies. Mais il est également difficile de vivre avec ce que les autres pensent de nous. Et c'est quelque chose qui nous hante d'une certaine manière. Et c'est quelque chose également qui, pour Wallace, outre la douleur qu'il éprouve, c'est quelque chose aussi qui suscite un autre drame, si j'ose dire, qui se rapproche de ce dont on parlait avec Richard Ford, à savoir la question de la langue. Comment en parler, comment dire cette essence négative. À un moment, il y a une très belle formule pour Wallace, tout ce racisme négatif, c'est la douleur fantôme. Et cette douleur fantôme, il ne peut pas en parler. Il ne peut pas en parler parce qu'il craint immédiatement les conséquences que ça pourrait avoir. Mais plus largement, on a le sentiment que Wallace, c'est d'abord quelqu'un qui est... alors, si on parlait en termes psychanalytiques, on parlerait de refoulement. C'est en tout cas un homme du silence. C'est un homme qui retient, qui contient ce qu'il dit, jusqu'au moment où il racontera donc son passé dans le livre. Et donc, là, voilà, c'était un peu la question que je me posais. Est-ce que le blocage de Wallace, ce qui l'empêche d'aller dans la real life, qui donne le titre au livre, est-ce que ce n'est pas ça, ce silence, le fait de ne pas s'accepter comme un être de parole? Yeah, I think, you know, when you are accustomed to negotiating various systems of power and or oppression, I think one of the strategies for such a person is to limit the attack surface, to sort of repress yourself and diminish yourself again and again. And I think that for Wallace, he internalizes so much because he's afraid of expressing himself, because the slightest self-expression will cause him to be acted upon by others. And so, you know, it's really difficult to write a novel about a character whom language has failed in some ways. You've got to try to capture the absence of language, the failure of language, the ways that characters try to dodge around sort of difficulties in their... The failure of language. Oh, j'ai peur. Oh non. C'est une fantôme. I know, it's dark. What was I saying? Oh, right. So it's difficult for Wallace, who has to negotiate around certain difficulties. There are things that he can't say because it would cause people to be very upset with him. And so part of the animating tension of the novel is that he is someone who, of course, has this profound inner life, but the very expression of that inner life could cause him to lose everything. And that, to me, is a particular kind of violence. And it is the violence of censorship in some respect. Alors, c'est une très très bonne question et c'est difficile parce que souvent on est habitué à négocier avec les gens sur la base du pouvoir, sur la base de l'oppression. Ce sont des choses qui ne disparaissent pas lorsque on tente de négocier avec les gens. Mais pour des personnages comme Wallis, il est vraiment nécessaire de limiter la possibilité, le potentiel d'une attaque, d'une micro-agression en quelque sorte. Et il fait cela pour se cacher.
il internalise ses pensées, il ne les exprime pas parce qu'il a peur. Il a peur de s'exprimer parce qu'il sait que la moindre expression peut être utilisée ou manipulée contre lui. Et pour moi, en tant qu'écrivain, j'essaye de dépeindre l'essence du langage, mais également l'absence du langage, l'absence des paroles. Et parfois, c'est difficile pour les personnages. Il est difficile de contourner toutes ces difficultés. Et c'est difficile pour Wallace aussi parce qu'il sait qu'il y a certaines choses qu'il ne peut pas exprimer parce qu'il a peur que les autres en prennent ombrage. Mais il a ce sentiment très, très profond. Il sait que la moindre expression peut entraîner une perte, la perte de tout ce à quoi il tient. Et c'est une forme de violence, c'est la violence de la censure, entre guillemets. Merci. Alors cette violence de la censure, ça peut être aussi dans le cas de Yu Otsuka, la violence d'une blessure, si je peux parler de blessure, disons la violence d'un dysfonctionnement cérébral qui peu à peu va gommer les souvenirs, gommer la mémoire, gommer aussi ipso facto la mémoire des mots. Et il va falloir la reconstituer, cette mémoire. C'est ce que s'emploie à faire la narratrice, qui est la fille d'Alice. Et moi, ce qui m'a frappé pour la recomposer, cette mémoire, c'est la façon dont elle va utiliser des petites bribes. Une bribe est toujours petite, donc des bribes, des fragments de souvenirs. Et ces fragments apparemment complètement anodins, apparemment complètement insignifiants, vont rapporter à la surface alors ce qu'on pourrait appeler la grande histoire, l'histoire avec sa grande H, disait Pérec, c'est-à-dire le sort des Japonais américains déportés aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. La grande histoire, ça va être aussi les grands événements qui ont pu toucher la mère d'Alice, la mort d'un premier-né, et ainsi de suite. Donc la question que je vais vous poser, Yu Otsuka, c'était est-ce qu'il vous paraissait nécessaire, ou est-ce qu'il paraissait nécessaire à la narratrice, pour restituer cette mémoire enfouie, cette mémoire disparue, de passer par des toutes petites choses, des éléments du quotidien? I started the novel J'ai commencé à écrire ce roman from a very panoramic view. I felt like a camera looking down at the pool. d'une vision qui était très panoramique, comme si j'étais au-dessus de la piscine et que je regardais ce qu'il y avait en bas, de And manière large. I did not know that I would end up writing about a Japanese American character. Au départ, je ne savais pas que j'allais écrire à propos d'une japonaise américaine. In my first two novels, I wrote very deliberately about race and Japanese Americans. Les deux premiers romans que j'ai écrits étaient vraiment centrés sur les Japonais américains. And with the Swimmers, I did not want race to be upfront. Et cette fois, je ne voulais pas que la race, entre guillemets, soit un élément essentiel. So the reader might not notice this, but Donc peut-être que les lecteurs ne s'en aperçoivent pas au début, there's no reference to the races of the swimmers in the pool. mais il n'y a jamais de référence à la race, entre guillemets, des différents nageurs dans la piscine. But through small details, we sometimes come to recognize who people are. Mais c'est à travers de petits détails que parfois on réussit à reconnaître les gens et à savoir qui c'est. But it takes a while before we realize that Alice is Japanese American. Mais il faut du temps pour comprendre que Alice est une japonaise américaine. And I do actually, I think, process the world through tiny detail. Effectivement, je passe le monde par le filtre des petits détails. That's just how my mind works. C'est comme ça que je travaille. It's almost like a pointillist way of looking, and I gradually put together a bigger picture through many, many tiny dots. C'est une manière tout à fait pointilliste, donc comme en peinture, de travailler. On pose des petits détails et petit à petit, une image beaucoup plus large émerge. So the everyday detail that you're referring to might just be a result of how my mind naturally works. Donc en fait, tout ce processus résulte juste de la manière dont mon esprit fonctionne. I did want to quietly put in the background
Je ne voulais pas que les choses soient juste mises au fond de manière très silencieuse. Alice's memories of the concentration camps during World War II. Je parle là des souvenirs d'Alice à propos des camps de concentration aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. But I did not want that to be the defining fact of her life. Mais je ne voulais pas non plus que ce soit l'élément essentiel de sa vie. I think that Alice is defined by many other things, such as a first love, Alice est définie par de très nombreuses choses, notamment sa première histoire d'amour, the very early death of a child, la mort immédiate, quasiment à la naissance de son premier enfant, first good enough husband, le premier mari qui a été assez bien pour elle. things that have nothing to do with her race. Tout ça n'a absolument rien à voir avec ses origines raciales ou ethniques. Also, when you're writing about a character with dementia, Donc quand on écrit à propos d'un personnage qui souffre de démence sénile, it's very difficult to make them interesting c'est très difficile de rendre le personnage intéressant. because I think all dementia stories sound the same. Parce qu'il me semble que toutes les histoires qui portent sur la démence, finalement, sont les mêmes. So it was by choosing certain details that had to do with humor Donc c'est en choisissant certains détails, et ça a beaucoup à voir avec le sens de l'humour, that I tried to portray her personality que j'essayais de dessiner son portrait. so the reader could see Ainsi, les lecteurs peuvent voir what you call perhaps the essence of her personality and who she is. ce qu'on peut vraiment appeler l'essence de qui elle est. Essence de qui elle est aussi, mais tous ces détails caractéristiques que vous mentionnez, qui drainent ou qui entraînent après eux aussi la grande histoire, ils fonctionnent un petit peu aussi comme un miroir pour la narratrice elle-même. À un moment, il y a une jolie histoire que raconte son père à la narratrice, ou le père d'Alice à Alice, je ne sais plus, une histoire d'oiseaux et de miroirs. Un couple d'oiseaux, l'un des deux oiseaux meurt et l'autre dépérit jusqu'au moment où on lui met un miroir en face de lui. Et on a aussi ce sentiment en lisant votre livre que la narratrice arrive à trouver, sinon l'essence de ce qu'elle est, au moins une définition à peu près approximative, au moins à parler d'elle-même, par le détour de sa mère. I think she's talking about her desire to know her mother better as her mother is beginning to disappear. Je pense qu'elle essaye en fait de parler, de redécouvrir sa mère, alors que c'est le moment justement où sa mère est en train de partir. And I think every mother-daughter relationship Toutes les relations mère-fille is about reflection. It's about being mirrored back by the other. sont une histoire de reflet en fait, de comment on se voit dans l'œil de l'autre. And I think no matter how far a daughter strays, Et peu importe qu'on s'écarte, and in my novel, the daughter has gone a long, long ways away from her mother, même si les filles sont parties très très loin de leur mère, there is always something, there's always, no matter where she is, no matter how far she is, she feels the pull of her mother, sometimes against her own will. parfois même si on est allé très très loin, on sent toujours qu'on est attiré à nouveau vers sa mère et qu'on ne peut pas empêcher cela. And sees her mother reflected in many, many ways. On voit sa mère reflétée de 36 façons. I think the daughter is also trying to discover about her mother's hidden past La fille essaye aussi de découvrir le passé caché de sa mère, as a way of better understanding who she is, the afin daughter. de mieux comprendre qui elle est elle-même. And I don't work with symbols or with metaphors, Et je ne travaille pas avec des symboles ni avec des métaphores, but after I finished writing the novel, mais après avoir fini d'écrire ce livre, I realized that there were many references to birds je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de références aux oiseaux, and to mirrors et aux miroirs, and to eggs. et aux œufs. But I don't really, I mean, it came from my unconscious, Mais tout ça venait de mon inconscient. but I think that eggs and birds, I mean, it is about, regeneration of life, about being a mother.
Mais bien sûr que les œufs, c'est une métaphore de la régénération de la vie et du fait d'être mère. So afterwards, as the writer, I went back and I tried to pull up those symbols. Et bien sûr, après, en tant qu'écrivaine, je suis allée récupérer ces symboles That I accidentally discovered in my own writing. que j'avais découverts par accident dans ma propre écriture. On tourne toujours autour de cette notion de métaphore, d'image, pour arriver à une essence, quelle qu'elle soit. Et ça m'amène, Richard Ford, à vous poser une question. Alors, il ne s'agit pas précisément parler de métaphore, mais il s'agit d'un élément qui est récurrent dans vos nouvelles. C'est l'élément de l'eau, qu'il s'agisse du fleuve de la Nouvelle-Orléans, qu'il s'agisse de la côte du Maine, qu'il s'agisse de la petite pluie qui ouvre Jimmy Green 1992 à Paris. On pourrait continuer. Et moi, je me demandais tout à l'heure, vous me parliez de la façon dont vous mettiez 2 points de vue ensemble pour voir ce que ça va faire. Est-ce que vous mettez 2 points de vue ensemble sur un fond de paysage particulier, en l'occurrence plutôt aquatique ou plutôt humide? Est-ce que ça a une importance pour vous de réunir ces éléments ensemble? That's just completely unknown to me. C'est quelque chose qui m'est totalement inconnu. I don't think it's an irrelevant question Je ne pense pas que ce soit une question triviale, an impertinent question. une question déplacée. It's nothing I ever thought about. Et c'est quelque chose à laquelle je n'ai jamais pensé. I sort of think you're describing a landscape where people are doing things in the foreground. Moi, je décris quelque chose, un paysage, en fait, où il y a des gens qui, au premier plan, And you, agissent, font quelque chose. and you have to make something be happening in the background. Et puis voilà, il faut que vous vous contentiez de voir ce qu'il y a dans l'arrière-plan. And sometimes it's nice to have it rain. Et parfois, il arrive que ça soit de la pluie. And sometimes it's nice to set a scene walking along the banks of the Mississippi River because I can describe that pretty well because I've lived there all my life. And I can think, well, the reader can see that. Et puis en fait, parfois, quand je décris une scène qui se produit le long des berges du Mississippi, je peux les décrire en longueur parce que j'ai vécu là-bas. Et je pense que le lecteur prendra plaisir à cette description. I mean, it could be, as Julie said, that these things come out of one's unconscious. Et il se peut, comme Julie vient de le dire, que ces choses-là jaillissent de votre inconscient. I try to suppress my unconscious as much as humanly possible. Moi, j'ai tenté de refouler mon subconscient autant que faire se peut. But I suppose, in the way that Julie was saying, that I could, at the end of the period in which the novel or the stories are being written, I could go back to it and basically authorize the presence of these things that have percolated out of my unconscious. En fait, je suppose, comme Julie l'a dit précédemment, qu'à la fin du processus d'écriture, je peux revenir sur ce que j'ai écrit et valider, autoriser toutes ces choses qui jaillissent de mon subconscient. But in these instances, I just haven't thought to do that because it hadn't occurred to me that they were of a pattern. Long and boring thing to say next. Bon, mais il se peut effectivement que ça soit le résultat d'un processus. Et là, je pose parce que j'ai une phrase très longue à sortir. I wrote a book in the 80s called The Sports Writer, and it took place at Easter. En fait, j'ai écrit dans les années 80 un livre qui s'appelait Le reporter sportif. And all through the course of this book, it's Easter weekend. I'm not a Christian. I don't think much about Easter. Bon, et ça se passe pendant le week-end pascal. Moi, bon, je ne suis pas pratiquant, je ne suis pas croyant et je n'ai pas grand-chose à faire de la Pâques. Des Pâques, pardon. But I set a scene in a house where a woman was a Catholic woman. Et la scène se passe dans un lieu, une maison où la femme est catholique. And what I found was that on all the walls there was a cross. Et sur tous les murs, il y avait une croix. Because I put them there.
C'est parce que moi, je les ai mises là, ces croix. So at the end of the book, I went back and took them all down. Et à la fin du bouquin, je me suis dit, bah, il faut toutes les enlever. I thought, no subconscious or God or anybody's going to take my book away from me. Et puis à la fin, mon subconscient m'a dit, non, 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 je ne peux pas les enlever parce que sans ça, Dieu va me reprendre mon livre. This isn't going to become an allegory about Easter. Hein, ça va être une allégorie sur les Pâques. So in a way, I did sort of what Julie did in reverse. Et en fait, j'ai fait ce que Julie a fait, mais à l'envers. Alors, Richard Ford, vous jouez beaucoup avec cette forme d'écriture très intuitive. Laissons les choses se faire, mettons des personnages ensemble, voyons comment ça arrive. Mais vous êtes quand même fasciné, et vos personnages l'attestent, par des personnages qui sont spécialistes de la logique, de la pensée. Je ne compte plus le nombre d'avocats qu'il y a dans Rien à déclarer. Il y a un spécialiste du droit foncier, il y a un spécialiste du droit des grands bâtiments maritimes, il y a un ingénieur pétrolier, même les agents immobiliers, les agentes immobilières ont l'habitude de calculer, de réfléchir. Si vous ne pensez pas avant, mais peut-être après avoir écrit, en tout cas vos personnages pensent énormément, eux. Yes, they do. Oui. The choice of these characters, lawyers and scientists and things like that, are quite by design, so that I can say this in two ways, but so that I can have a character who is as smart as I am, or I can say it in a more benevolent way, so that I can have characters who make me smarter than I am. En fait, oui, je choisis toujours des personnages qui sont des avocats, des hommes ou des femmes de science. Et c'est à dessein, parce qu'il y a deux façons de l'expliquer. Soit je colle dans mes romans des personnages qui sont aussi intelligents que je le suis, soit je mets des personnages qui me font paraître très intelligents. I don't want to write down to characters. It goes against my grain to write down to characters. Je ne veux pas diminuer ou faire des personnages qui sont diminués. C'est contre ma façon de voir les choses. The real trick is to have characters who, in a conventional way, would not be intellectuals or who would not be educated or who would not be sophisticated in the world, and somehow imbue them with an intelligence probably greater than the intelligence of a conventional person of that sort? En fait, je ne voudrais pas ou je n'écris pas des personnages qui sont des intellectuels, si vous voulez. Mais ce sont des gens qui, de par leur façon d'être ou de vivre, sont intelligents et ont l'intelligence de gens que, par convention, on qualifie d'intellectuels. In my experience, that little trick can be done more deftly in the first person. In this case, these stories are largely in the third person. That's sort of back of the shop talk, I realize, but it's nonetheless true, I think, for me. Et en fait, ce genre de truc, c'est plus facile à faire quand on écrit un roman à la première personne. Mais moi, j'écris plutôt à la troisième personne. Et il faut éviter, dans ce cas-là, ce qu'on appelle le coup du lapin. Le trick dont vous parliez, c'est aussi une façon de faire des... Puisque nous parlons un peu boutique, parlons un peu technique, l'essence de littérature n'est-elle pas une technique aussi? Voilà, je me raccroche au sujet. L'essence de littérature n'est-elle pas non plus de créer des personnages qui aient en eux-mêmes un germe de drame? Et tous ces personnages que vous évoquez sont non seulement d'un côté des penseurs, enfin des spécialistes d'une certaine logique, avocats, etc., mais ce sont aussi des littéraires. Il y en a un qui écrit à ses heures perdues des petites nouvelles à la Raymond Cheever, à John Cheever, pardon, à la John Cheever. Il y en a un autre qui lit Le Veuf dont on parlait tout à l'heure, qui lit Virginia Woolf, et ainsi de suite. Et il y a quand même quelque chose de très étonnant. D'un côté, on a des personnages qui sont du côté de l'efficacité, du pragmatisme,
peut-être une certaine caricature du pragmatisme américain, et de l'autre, ce sont des littéraires. That's very perceptive. Don't mind my saying so. I You don't. probably don't mind my saying so. Certainly not. For me, characters are instruments made up of language. They aren't people. And I actually, as a living, breathing human being, don't believe in the concept of character at all. I don't believe we have characters. I think we invent ourselves on a day-to-day basis and try to organize our behavior in such a way as to create some sense of an integrity. Écoutez, votre question est très sensible et vous avez une grande sensibilité. Je ne pense pas que ça vous heurte si je vous le dis. En fait, le personnage, qu'est-ce qu'un personnage? Il est fait de mots. Dans mes livres, ces personnages sont faits de mots. Moi, je ne crois pas aux personnages. Et nous-mêmes, nous ne sommes pas des personnages. Nous nous inventons, nous nous organisons au quotidien pour faire notre vie. Nous ne sommes pas des personnages. So in creating literary characters, characters on the page, what I try to do is, with language, sort of sprinkle around all the qualities that I want the characters to have, sort of like condiments. Et en fait, quand je crée des personnages grâce à la langue et j'essaye d'éparpiller, vous savez, comme quand on prend des condiments ou des épices, hein, on les parsème d'épices comme ça pour leur donner du goût. And you make somebody have a literary side, even though he's a lawyer, and you wouldn't think he had a literary side. Et quand vous prenez un avocat, ben, vous en faites un peu un littéraire. On ne penserait pas à un avocat comme étant quelqu'un de littéraire. Someone is a pragmatist, and yet he has a romantic side, or she has a romantic side. Mais bon, voilà, vous prenez quelqu'un qui est plutôt un agent immobilier, et puis voilà, elle a une petite lumière qui fait qu'elle est quelqu'un de complètement différent. Une petite folie. I mean, not that any of these qualities don't occur all the time around us every day. These kinds of people occur around us all the time. These people full of conflicts and full of things that don't fit. And you have real estate agents who are Buddhists, or you have hookers who read Kierkegaard. Oui, bon, et on est entouré de ces gens qui ont des caractères ou des vies un petit peu différentes. C'est comme si vous avez autour de vous des agents immobiliers qui sont des prêtres bouddhistes ou, par exemple, la prostituée du coin qui passe son temps à lire Kierkegaard. So when you sprinkle these qualities around amongst your characters, then it gives you something to say. It gives you something to say to reconcile for the reader why this could happen. Et donc, quand vous parsemez d'épices comme ça vos personnages, ben, ça vous donne l'occasion de raconter quelque chose, de réconcilier des objets ou des choses ou des gens, et ça vous donne l'occasion au lecteur de se poser des questions. You put enough ill-fitting things in a book, it gives you something to say to reconcile those ill-fitting parts. Vous savez, ça vous donne l'occasion de mettre dans un livre des choses, des gens, des objets qui ne vont pas les uns avec les autres. Et ça vous donne l'occasion de travailler pour trouver une façon de réconcilier tout cela. Donc ce goût de l'hétérogénéité n'empêche pas Richard Ford, et ce n'est plus une question parce que le temps qui nous a imparti est bientôt écoulé. C'est une dernière remarque, mais cette façon de mêler des éléments contradictoires, de réconcilier, ce n'est pas nécessairement une façon de réconcilier le lecteur avec le sens. Il y a, comme dans l'atmosphère du Maine que vous décrivez si bien, une espèce de halo atmosphérique, peut-être pas de mystère, mais de secret, qui entoure en permanence les personnages. Mais bon, ça nous amènerait plus loin, mais c'est une façon de finir et de conclure en évoquant encore une fois le thème de cette table ronde, qui était le thème de l'essence d'une vie. On aura compris en écoutant nos trois auteurs que c'était un thème difficile à saisir, un thème qui se dérobait en permanence, mais qui, pourtant, à travers ce qu'on pourrait appeler des expériences d'écriture, une façon de confronter des points de vue ensemble, comme chez Richard Ford, une façon de laisser se développer un sens littéral en quelque chose qui se rapproche d'une métaphore, comme chez Yu Otsuka,
ou enfin, comme chez Brandon Taylor, en faisant fond d'abord sur des images qui relèvent du personnage lui-même. C'est une façon, en laissant la littérature suivre d'elle-même son propre cours, d'atteindre à quelque chose qui s'approcherait de l'essence de ces personnages. Et que la littérature suive son propre cours, c'est peut-être son essence. Voilà. Merci donc aux trois auteurs. Merci aux traductrices. Merci à vous.